Donc nous voici face au premier paragraphe du texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières? Alors lisons-le tout d'abord, et ensuite essayons de comprendre. Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement, le pouvoir de penser, sans la direction d'autrui, et minorité dont il est lui-même responsable, c'est sa faute, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, ose penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Alors donc, vous voyez que la première phrase du texte, qu'est-ce que les Lumières, est évidemment la reprise du titre de l'article. Je vous ai dans l'introduction expliqué donc que ce court texte de Kant est un article qu'il a fait paraître dans le journal en décembre 1783 et qui est la réponse à une question qui avait été soumise en janvier de la même année par un pasteur dans le même journal, le Berliner Monatschrift, le mensuel berlinois. Donc ce texte a pour ambition, selon Kant, de faire un bilan de cette époque qui finalement est sur le point de se terminer et qu'on a appelé les Lumières. Je vous rappelle que le bilan de Kant ne vise pas, ce n'est pas l'idée de faire un bilan historique, il ne s'agit pas de voir ce qui s'est passé historiquement pendant les Lumières, quels sont les auteurs qui y ont participé, quelles sont les différentes idées qui ont été défendues. On va le voir dans ce texte, il s'agit pour Kant de remonter au principe même de ce mouvement qu'on a appelé les Lumières, c'est-à-dire d'en chercher les fondements philosophiques et de comprendre qu'est-ce qui a permis à l'humanité justement de rentrer dans la période dite des Lumières. Alors ce terme de lumière, on le reverra tout au long du texte de Kant. Aufklärung en allemand, je vous l'ai dit, ça veut dire faire sortir et porter à la lumière. Fait directement écho donc à cette idée que l'humanité aurait vécu toute une période dans l'obscurité. Il faut jouer, évidemment, si on parle de lumière, il faut jouer le contraste lumière-obscurité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette obscurité dans laquelle l'humanité s'est tenue? Eh bien, c'est toute cette période qui finalement, que les penseurs des Lumières ont considéré comme la période qui les a précédés. Donc cette période dans laquelle justement les individus ne se sont pas assez servis de leur raison et de leur intelligence pour guider leurs décisions, où finalement les hommes étaient soit conduits dans l'erreur parce qu'ils ne savaient pas se servir de leur intelligence, ou alors parce que les hommes étaient conduits par d'autres choses que leur intelligence et leur raison, c'est-à-dire leur passion, leur désir, etc., etc. On va le voir, du coup, le siècle des Lumières a eu pour prétention de porter en avant la raison humaine, cette raison qui a été identifiée et a commencé à émerger à partir du, finalement, XVIIe siècle. Donc, qu'est-ce que les Lumières? C'est la question que prétend traiter ce texte de Kant. Et Kant, immédiatement, va donc nous en donner une première définition. Il nous dit que les Lumières, c'est simplement la sortie de l'homme de la minorité dont il est lui-même responsable. Donc, idée que les Lumières, c'est ce moment où les hommes, finalement, vont s'extraire d'un état qui leur est particulier. Donc, il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant ce n'est pas un bilan historique, parce que cette sortie de la minorité par l'homme, elle s'inaugure dans une période historique, mais finalement, elle est à reproduire par chacun d'entre nous, à chaque moment, j'ai envie de dire, pour chacune de nos vies individuelles. On va le voir, pour Kant, si entrer dans la lumière, c'est sortir de sa période de minorité, ça veut dire que chaque homme doit à chaque instant le faire lui aussi. Autrement dit, les Lumières, ce n'est pas simplement une période historique qui se serait produite au XVIIIe siècle, mais, on va le voir chez Kant, il y a bien cette idée que finalement, tant qu'il y aura des humains, les humains auront à se sortir de leur minorité. Il faut espérer qu'à un moment donné, tous les hommes seront sortis de leur minorité, mais on verra que Kant, même s'il fonde des espoirs, n'est pas sûr que nous y arrivions un jour. Autrement dit,
et c'est ce que je vous avais dit dans le cours d'introduction, on peut se demander si même nous sommes encore arrivés aux Lumières, si aujourd'hui les individus sont toujours capables de réfléchir comme il faut, se demander si nous ne serions pas retombés dans un siècle encore plus obscur. Donc Kant nous dit qu'est-ce que c'est que les Lumières? C'est quand un individu décide de sortir d'un état que Kant appelle minorité, qu'il va expliquer ensuite, mais cet état n'est pas dû à l'environnement de l'homme, n'est pas dû à un contexte social. Cet état est dû à l'homme lui-même. C'est-à-dire que si nous restons en minorité, si nous restons, on pourrait le dire, des enfants, c'est de notre propre faute. C'est parce que nous n'avons pas eu le courage de faire quelque chose, nous n'avons pas entrepris quelque chose. On va le voir. Donc, Kant nous dit, finalement, ça sera la fin de ce paragraphe, l'état de minorité qui empêche d'accéder aux Lumières est finalement dû à notre propre insuffisance, notre manque de courage, voire notre paresse. Alors qu'est-ce que c'est que cet état de minorité? Eh bien, c'est expliqué dès la phrase suivante. Alors, j'insiste lourdement, un des contresens le plus courant sur le texte de Kant, c'est de confondre ce terme de minorité, et on verra plus tard son contraire majorité, de les confondre avec le sens moderne de ce terme. Le sens moderne, vous le connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le langage courant, on parle de minorité et de majorité pour caractériser des états civils du citoyen. Vous avez un état civil qui précède en France vos 18 ans et qu'on appelle état de minorité, et vous avez un état civil de majorité après vos 18 ans. Alors qu'est-ce que c'est que ces états civils? Ce sont des états dans lesquels on estime que vous avez passé un certain cap qui vous permet désormais d'être un citoyen à part entière, c'est-à-dire d'agir par vous-même, d'être pleinement responsable et de ce fait de pouvoir participer à la vie citoyenne et notamment de voter. Donc, aujourd'hui, en France, la majorité, on l'acquiert à 18 ans. Il y a d'autres pays où c'est plus tardif, aux États-Unis, 21 ans, etc. Attention, Kant ne parle pas évidemment d'un âge civil. Pour lui, on reste mineur tant qu'on n'est pas capable de se servir comme il faut de son entendement. Autrement dit, pour Kant, un individu qui aurait dépassé l'âge de 18 ans, âge légal en France de la majorité, mais qui continuerait à ne pas se servir de son entendement, c'est-à-dire qu'il ne penserait pas par lui-même, ne serait pas capable de réfléchir par lui-même, se soumettrait à la pensée des autres, serait incapable finalement de faire la part en lui entre ce qui relève de la raison, de l'entendement bien construit et des désirs et des passions, celui-là continuerait d'être en minorité. Donc faites attention, ne confondez pas la minorité et la majorité au sens kantien, qui relève la question de suis-je capable de me servir bien de mon entendement, et la minorité et la majorité au sens moderne et contemporain du terme, qui ne sont que des indicateurs, on va dire, juridiques, des indicateurs civils d'un certain âge qui nous permet d'accéder à la citoyenneté. Alors, il y a bien un lien entre les deux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous, on considère qu'on devient majeur à 18 ans, c'est parce que l'État français considère qu'à l'âge de 18 ans, vous êtes suffisamment réfléchi, capable de penser par vous-même, pour justement prendre des décisions pour vous et pour les autres, donc de voter, donc de participer, d'être responsable, pénalement responsable, etc. Bon. Donc c'est en s'appuyant finalement sur le sens de Kant qu'on a établi un âge légal. Mais c'est pas parce qu'on s'est appuyé que c'est la réalité. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, à 18 ans, en France, tout le monde devient majeur par la loi. En réalité, à 18 ans, très peu d'individus sont capables de penser par eux-mêmes au sens de Kant. Quand on voit la masse des gens qui agit en suivant stupidement des avis d'autres qui sont diffusés sur les réseaux sociaux sans se poser la question de est-ce que j'ai des raisons de croire cela, est-ce que j'ai des raisons de suivre cela, est-ce que j'ai des preuves et des démonstrations de ce que j'avance, on se dit que finalement dans la population, même encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont mineurs intellectuellement, même s'ils ont depuis belle lurette dépassé l'âge de 18 ans. Donc, qu'est-ce que la minorité chez Kant? La minorité, il nous le dit, c'est cette incapacité de se servir de son entendement, c'est-à-dire de son pouvoir de penser.
on voit là que Kant s'inscrit tout à fait dans la tradition philosophique que nous étudions depuis le début de l'année, hein, que je ferai remonter à Socrate, hein, connais-toi toi-même, gnotis et auton. Qu'est-ce que c'est que bien penser? C'est sans cesse se connaître soi-même, c'est-à-dire se demander, quand je parle, est-ce que je sais pourquoi je parle? Est-ce que j'ai réfléchi à ce que je dis? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai des démonstrations? Qu'est-ce que c'est que bien penser, nous dit Kant? C'est être capable justement de servir de son entendement pour avoir pesé les raisons au nom desquelles on parle. C'est sortir de la croyance pour entrer dans le savoir. C'est notamment s'arracher à l'opinion, c'est-à-dire s'arracher à nos désirs de parler, etc. Bref, quand on dit on reste mineur tant qu'on ne choisit pas radicalement de réfléchir à tout ce que l'on raconte, on reste mineur tant qu'on n'est pas capable de se demander si ce que l'on avance, on a des raisons de l'avancer, on reste mineur tant qu'on reste dans l'opinion, c'est-à-dire tant qu'on reste dans un discours de croyance qui a conscience de son insuffisance, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif, je vous rappelle que c'est la définition de l'opinion, c'est-à-dire on reste mineur tant qu'on n'est pas capable de se demander si on a prouvé ce dont on parle et si on sait même de quoi l'on parle. Bref, la minorité au sens kantien, c'est un état d'abaissement de la pensée qui correspond, vous vous en souvenez, chez Socrate par exemple, au discours non fondé de l'opinion publique, c'est cet état en général de la croyance qui est incapable de donner des preuves de ce qu'elle avance, etc., etc. Donc, pour Kant, on reste dans la minorité quand on est incapable de penser par soi-même, finalement, et que du coup, on est obligé, nous dit le texte, de s'en remettre à la direction d'autrui. C'est-à-dire que les gens qui sont encore mineurs intellectuellement, comme ils sont incapables de penser par eux-mêmes, eh bien, finalement, suivent stupidement ce que les autres leur proposent. Alors quand je dis stupidement, pas forcément d'ailleurs, je suis mineur, je peux suivre un bon maître, si je tombe sur un bon maître. Si je tombe sur quelqu'un qui ne me dit que des vérités, alors finalement, je le suis parce que je pense que c'est un bon maître, mais malgré tout, je reste mineur, dit Kant. C'est-à-dire que même si je suis attaché à quelqu'un d'intelligent qui me dit des choses intelligentes, je resterai un mineur dans mon esprit tant que je ne déciderai pas de penser par moi-même. J'explique. Si je rencontrais Socrate demain sur l'agora, sur la place publique, et que je me décide de suivre Socrate, même si Socrate est lui-même un sage parce qu'il réfléchit à ce qu'il raconte, si lui-même s'applique le principe connais-toi toi-même, eh bien pour ma part, je resterai mineur, dit Kant, si je me contente de suivre Socrate sans mettre en discussion ce que dit Socrate, c'est-à-dire sans me demander pourquoi est-ce que j'ai des raisons de le suivre, est-ce que j'ai moi-même des preuves de le suivre, etc., etc. Les gens mineurs, dit Kant, sont des gens qui sont condamnés à suivre les autres sans savoir pourquoi. Pour illustrer ce texte de façon contemporaine, je vous l'ai dit dans l'introduction, pensez à tous ces gens qui, finalement, sur les réseaux sociaux, se contentent de lire ce qui est écrit sans jamais se demander mais pourquoi est-ce que je devrais le croire? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai des démonstrations? Les réseaux sociaux sont malheureusement peuplés aujourd'hui d'une grande majorité de gens mineurs. C'est ça ce que Kant appelle la minorité. Et donc, immédiatement, Kant ajoute que, bien évidemment, cette minorité, il ne faut en rejeter la responsabilité sur personne. Nous sommes nous-mêmes responsables de cela, puisque, alors c'est là où il faut introduire un certain nombre de choses, puisque nous sommes des êtres libres de nos décisions, nous dit Kant, si nous choisissons par nous-mêmes de ne pas réfléchir à ce que nous faisons et à ce que nous disons, c'est bien à nous-mêmes qu'il faut s'en prendre. Alors, on pourrait introduire toute une série de modérations autour du propos de Kant. Cela vaut bien évidemment à partir du moment où nous supposons que l'individu est suffisamment libre pour penser par lui-même. Pour Kant, c'est une évidence. Kant pense que dans n'importe quelle condition, l'homme est suffisamment libre pour penser par lui-même. On pourrait peut-être, si on voulait formuler une critique de Kant, se dire qu'il y a peut-être des conditions sociales dans lesquelles on n'est pas capable de penser tout à fait par soi-même. Par exemple, si on n'a pas reçu une éducation suffisante qui nous permet de penser par nous-mêmes, est-ce que c'est si simple que ça de penser par soi-même? Si on avait été élevé uniquement sous la conduite des réseaux sociaux et des médias, est-ce qu'on serait capable de développer un esprit critique qui nous permettrait de penser par soi-même? Donc il y a des conditions sociales, mais il y a aussi des conditions politiques. Dans un État totalitaire,
peut-on imaginer penser par soi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des cas limites de lavage des cerveaux produits par certains esprits totalitaires? Je pense par exemple à des romans d'anticipation comme 1984 de George Orwell. Est-ce qu'un État complètement totalitaire qui serait rentré dans l'esprit des gens par des procédés par exemple de médias de masse, justement d'utilisation à outrance des médias, des réseaux, etc. Est-ce qu'il ne se développerait pas chez les individus une complète irresponsabilité et complète incapacité à penser par soi-même? Kant nous dit qu'évidemment, si on lit le texte, qu'il s'agirait de cas extrêmes, mais que dans la plupart des cas, dans la plupart du temps, l'homme est bien évidemment libre et donc capable de penser par lui-même. Donc si nous restons mineurs, finalement, c'est parce que nous refusons de penser par nous-mêmes, c'est parce que nous refusons de faire cette conversion de la pensée, c'est parce que finalement nous restons séduits par finalement autre chose que notre pensée. Nous sommes séduits par quoi? Nous sommes séduits par nos désirs, qui nous poussent finalement à suivre nos opinions plutôt que la raison. Nous suivons finalement la faiblesse intellectuelle et la paresse intellectuelle qui consiste à ne pas vouloir réfléchir. Bon, on m'a dit que c'était comme ça, alors je crois que c'est comme ça. Ou finalement, ce discours, finalement, il recoupe mes envies profondes. Tiens, on me dit que, par exemple, le discours raciste, tiens, on me dit que telle population serait comme ça. Bon, comme je les aime pas beaucoup, je vais le croire, alors que je n'ai aucune raison finalement qui le prouve. Donc, nous dit Kant, dans ces cas-là, je suis bien complètement responsable de ce qui m'arrive. Et Kant va même plus loin, il dit que c'est notre faute d'agir comme ça. Alors, c'est notre faute, pourquoi? Alors, attention, voilà un vocabulaire très précis, faute. Faute est un vocabulaire qui relève de l'ordre de la morale. Kant nous dit, il y a donc, en quelque sorte, une faute morale, une condamnation morale de celui qui choisit de rester dans la minorité. Alors, pourquoi y a-t-il un lien avec la morale? Alors il faut se souvenir de ce que Kant dit sur la morale, c'est pour ça que je vous ai reparlé de la morale dans l'introduction que j'ai faite à ce texte de Kant. Je vous rappelle que pour Kant, agir moralement, c'est possible pour l'homme parce qu'il est un être libre, et agir moralement, c'est justement à chaque fois se demander si notre action correspond justement à une loi universelle. C'est-à-dire qu'agir moralement, c'est à chaque fois se demander, faire un acte intellectuel consistant à se demander si la maxime de notre action peut donner lieu à une législation universelle, c'est-à-dire agir intellectuellement en réfléchissant par nous-mêmes. Donc, celui qui reste mineur n'est pas capable de penser par lui-même, donc il n'est pas capable finalement de se poser la question morale et de l'action morale de ses actes. Par conséquent, nous dit Kant, c'est plus qu'une erreur de rester mineur, c'est aussi une faute parce que cela empêchera l'individu d'agir moralement et de réfléchir à la morale. Quand nous restons mineurs, quand nous décidons de ne pas penser par nous-mêmes, nous commettons aussi une faute morale, nous dit Kant. Alors il ajoute, finalement, peut-on reprocher à un individu de rester mineur? Eh bien, c'est-à-dire, oui, on a raison de leur reposer, parce que, nous dit Kant, la seule excuse que pourraient avoir des individus, c'est de dire « mais je n'ai pas la force de penser, je ne suis pas assez résistant ». Imaginez, par exemple, que vous fassiez le reproche à quelqu'un en disant « mais pourquoi tu restes toute la journée vautré sur ces réseaux sociaux sans penser par toi-même » Imaginez que la personne vous réponde « oh, mais tu sais, moi je ne suis pas assez intelligent ». Kant nous dit « c'est absurde ». Parce qu'il n'existe pas un homme qui n'ait pas une intelligence suffisante. Alors, pourquoi? Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord, Kant ici fait écho à la pensée qui s'est développée à la suite de Descartes, cette idée que finalement, tous les hommes possèdent une capacité de raisonner, de réfléchir sur leurs actions, et qu'aucun homme ne peut dire qu'il n'est pas capable de réfléchir. C'est la fameuse formule qu'on trouve chez Descartes et qui ouvre par exemple le discours de la méthode, ce texte de 1637 de Descartes. Descartes commence le discours de la méthode en disant « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». C'est cette affirmation qui commence avec l'âge moderne chez Descartes et qui va finalement donner naissance ensuite aux Lumières, cette idée que tous les hommes sont capables de réfléchir sur leurs propres conditions parce qu'ils ne sont pas des animaux, ils sont doués d'une raison, donc capables de réfléchir par eux-mêmes. Et donc il n'y a pas chez l'homme de défaut majeur qui l'empêcherait de penser. Donc l'homme ne peut pas se déguiser en disant « je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de capacité de réflexion ». Kant nous dit « chacun peut réfléchir ». Alors peut-être que nous n'avons pas une culture suffisante. Peut-être que par exemple, quand vous êtes confronté à certains sujets, vous ne pouvez pas en percer toutes les conséquences parce que justement
vous n'avez pas la culture suffisante. Imaginons que sur les réseaux sociaux, vous soyez confronté, par exemple, à un avis qui vous serait donné sur, je ne sais pas, un traitement médical. Imaginons un traitement médical qui serait censé, par exemple, guérir d'une crise, une pandémie mondiale. Bon. Eh bien, si vous n'avez pas la culture suffisante, dit Kant, évidemment que vous n'allez pas pouvoir savoir si vous n'êtes pas médecin vous-même, vous ne pouvez pas savoir si ce médicament est efficace ou pas. Oui, mais Kant dit, en tout cas, vous êtes suffisamment intelligent pour vous dire cet article n'a pas les preuves suffisantes, je ne trouve pas de démonstration scientifique suffisante, je me rends compte que cet article est écrit par quelqu'un qui se contente d'affirmer, argument d'autorité sans donner de preuves. Eh bien, Kant dit, normalement, cela devrait me conduire à dire, en tant qu'individu intelligent, je ne tiens pas compte de cet article parce qu'il ne me fournit pas les preuves et les raisons suffisantes pour adhérer à cette idée-là. Si je fais cela, si je résiste en disant, puisque je n'ai pas de preuves et de démonstrations, que je ne comprends pas le problème, eh bien j'abandonne cet article, alors je me comporterai en étant un individu majeur intellectuellement selon Kant. Si à l'inverse je dis, ah bah oui, bah j'y comprends rien à ce problème de médicaments, mais le type qui écrit ça a l'air sérieux, ou ça m'a l'air d'être un spécialiste, et du coup il faut que je le suive, alors dans ce cas-là, bah, je suis ce que Kant appelle mineur, c'est-à-dire je ne réfléchis pas par moi-même, et j'agis sous la direction d'autrui, sous l'argument d'autorité de la personne qui se trouve en face de moi. Donc Kant nous dit, pas d'excuses, pas d'excuses, nous avons tous une intelligence suffisante pour finalement penser par nous-mêmes et ne pas rester mineurs. Si nous nous conduisons, si nous restons dans la minorité, c'est donc pas un problème d'intelligence. Kant nous le dit, c'est un problème de décision et de courage. Nous n'avons pas eu le courage ou nous n'avons pas fait le choix de penser par nous-mêmes. Donc c'est bien ce qu'il disait, nous sommes les seuls responsables de notre état de minorité. Il ne faut pas en rejeter la faute sur les autres et même il ne faut pas en rejeter la faute sur un défaut de culture. On ne pourrait pas dire, alors si on comprend bien ce que dit Kant, ça va même beaucoup plus loin. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Kant, on vit dans un siècle où il y a encore cette conviction profonde que tous les individus ne sont pas égaux. Pensez qu'en France, par exemple, on est à peine en train de sortir, d'ailleurs au moment où écrit Kant, on est encore sous l'Ancien Régime, et sous l'Ancien Régime, on imagine, je vous rappelle, qu'il y a deux types de population, des gens nobles, et puis finalement le peuple, des vilains, etc., des individus qui ne sont pas capables d'être suffisamment intelligents pour réfléchir. Et vous voyez que Kant nous dit, mais si, tout le monde est capable de réfléchir, même le peuple. Alors le peuple n'a peut-être pas la culture politique pour réfléchir à tout, peut-être qu'il n'a pas la culture générale pour réfléchir à tout, il n'empêche que le peuple peut quand même se conduire de façon en toute majorité, c'est-à-dire que le peuple peut malgré tout réfléchir à des sujets qu'on lui propose. S'il n'a pas la culture, eh bien, il devra se dire je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas la culture qui permet de répondre, mais ça n'empêche pas chaque individu de choisir par lui-même. Alors il faut bien comprendre ça, parce que vous voyez que tant qu'on n'a pas ça en tête, tant qu'on n'a pas l'idée que chaque individu peut réfléchir par soi-même, eh bien on ne peut pas voir émerger les grandes idées qui ont été celles de la Lumière, c'est-à-dire cette idée de régime politique où chaque individu justement réfléchit par lui-même, c'est ce qu'on appelle la démocratie, enfin c'est la République et c'est la démocratie, et puis la devise par exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, avec ce premier article, par exemple en France, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle tous les individus finalement sont égaux en droit et en pensée. Il ne peut y avoir une égalité de pensée des citoyens que si on a compris d'abord que tous les individus sont capables de cette pensée. Donc c'est bien ce qu'affirme ici Kant, cette idée que tous les individus, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines sociales, ont une capacité intellectuelle à réfléchir, et si ces individus ne réfléchissent pas, ce n'est pas par un défaut de leur intelligence, c'est un manque de courage. Du coup, nous dit Kant, quand est-ce qu'on sort de la minorité, quand est-ce qu'on rentre dans ce qu'il appelle les Lumières? Eh bien, il met une devise latine, sapere aude, qui est traduit tout de suite derrière, aude, ose, sapere, ose savoir. Alors sapere, c'est plutôt savoir que penser, ça a été traduit par ose penser, mais en réalité, aude sapere, ça veut dire ose savoir, c'est-à-dire ose te servir de ton intelligence pour sans cesse remettre en cause ce qu'on te propose, pour sans cesse te demander si tu as des preuves, des démonstrations, pour sans cesse t'arracher au jeu de tes désirs, de tes opinions, et entrer dans un savoir construit et démontré.
Aie le courage de te servir de ton propre entendement. C'est cela, nous dit Kant, qui est la devise des Lumières. Donc, vous voyez que finalement, et je reviens sur ce que je disais au début, les Lumières pour Kant, ce n'est pas un moment historique, ce n'est pas une période historique avec des grands noms, c'est bien la tâche que se donnent tous les hommes, mais que se donne chaque homme, à un moment donné, de s'arracher quelque part de l'état, on va dire, d'ignorance pour entrer dans la vraie connaissance, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire le moment où l'individu réfléchit par lui-même. Quelque part, on pourrait dire que Socrate est le premier qui a entrevu les Lumières. Et que si il y a eu des siècles obscurs, finalement, il y a un combat continu depuis les origines de l'humanité pour essayer de penser par soi-même. Ce combat n'est toujours pas gagné, nous dit Kant, parce que la plupart des individus préfèrent finalement être guidés par les autres et ne pas penser par eux-mêmes. Et on va le voir que Kant, lui, pense que l'humanité peut aller vers un avenir meilleur et que peut-être un jour tous les individus oseront se servir de leur intelligence. Ce n'est pas encore le cas, c'est un mouvement qui s'esquisse, dit Kant, et qu'il faut conduire.